ce n'est pas juste un nouvel être qui arrive au monde. Ce sont 3 naissances qui ont lieu en même temps. Celle du bébé, celle de la maman et celle du papa. Et si on ne comprend pas ce que ces transformations impliquent, on peut vite se sentir perdu, incompris et voire coupable. Bienvenue dans Chérie pose le doudou, le podcast qui parle du couple, de la parentalité et de soi. Sans chichi, avec fun et authenticité. Nous sommes Serge et Martine Lebon, mariés et parents de 4 garçons pleins d'énergie. Ici, on parle de ce que ça fait vraiment d'être en couple quand on est parent. Des moments où on ne se comprend plus, des nuits trop courtes, des tu peux le prendre 2 secondes, mais c'est qui fait à manger? Et les devoirs alors? Mais aussi de tout ce qu'on peut retrouver quand on prend le temps de se poser à deux. Parfois c'est doux, parfois c'est piquant, mais toujours vrai. Installe-toi dans ton canapé avec ta boisson préférée ou marche un peu. On est là pour t'accompagner dans cette grande aventure. Bienvenue dans cet épisode 2 de notre podcast Chérie pose le doudou. Alors, si tu as écouté l'épisode 1, tu sais qu'on n'a pas vécu l'arrivée de notre premier enfant comme un conte de fées. Évidemment, bien sûr, c'est moi qui croyais beaucoup aux contes de fées. Ce qu'on pensait être un pur moment de bonheur s'est transformé en déconnexion, solitude et incompréhension. Et à l'époque, je crois qu'on se demandait, mais pourquoi on n'arrive plus à se comprendre? Pourquoi on se dispute tout le temps alors qu'on s'aime? Oui, c'est seulement des années plus tard qu'on a compris que ce qu'on avait vécu, c'était en fait normal. Que devenir parent, finalement, c'est pas juste la naissance d'un enfant comme on pourrait le penser. On a beaucoup, en fait, se focus sur l'arrivée de bébé, la grossesse, l'accouchement. Mais en fait, c'est aussi la naissance d'une mère et la naissance d'un père. Et ça, personne ne nous l'avait dit. Aujourd'hui, on va justement te parler de ça, de ces transformations invisibles mais profondes que l'on vit quand on devient parent. Ce que ça fait à nos émotions, à notre cerveau, à notre relation, et pourquoi, sans comprendre ça, on finit souvent par ne plus parler le même langage. C'est vrai qu'il est d'adage de dire que on ne naît pas parent, on le devient. C'est vrai qu'on ne vient pas au monde, en fait, avec les compétences parentales, mais pourtant, on naît en tant que parent à partir du moment de l'arrivée de notre enfant. Et donc, dans ce podcast, on va surtout prendre le temps de vous partager 3 clés simples et concrètes pour traverser cet épisode, cette période de vie, sans exploser. Ni exploser l'autre d'ailleurs, parce que c'est vraiment pas le but. Combien de fois j'ai évité, moi, que Martine ne m'explose contre un mur parce que ça allait pas et qu'elle avait juste envie de me décalquer. Donc, avec des données scientifiques, des exemples vécus, et surtout avec notre ton que vous apprendrez à connaître au fur et à mesure parce que c'est qui on est. Allez, c'est parti. Ok. Donc, quand un bébé naît, on est vraiment focus là-dessus. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous bouleverse. On se dit, purée, ça y est, ce petit être-là, il va arriver, on est hyper heureux. Mais donc, quand un bébé naît, ce n'est pas juste un nouvel être qui arrive au monde. Ce sont 3 naissances qui ont lieu en même temps. Celle du bébé, celle de la maman et celle du papa. Et si on ne comprend pas ce que ces transformations impliquent, on peut vite se sentir perdu, incompris et voire coupable. Lève la main. Ça, c'était absolument moi. On est passé par là. Ok. Serge, dis-moi,
Toi, à quel moment tu t'es senti pleinement papa, en fait? Franchement, pas pendant la grossesse. J'étais pourtant présent, j'ai assisté aux échographies, j'étais là au rendez-vous avec Mhm. le gynéco et tout ça. J'ai essayé de faire de mon mieux pour préparer le nid de notre enfant, mais malgré tout, en fait, ça restait très vague, ça restait une espèce de conception qui était encore floue. Pourtant, je voyais ton corps changer, je Oui, voyais le ventre grossir, je, j'entendais le petit cœur battre. j'entendais le cœur battre pendant les monitorings et Il tout avait ça. choisi, tu sais, tous les petits vêtements. Alors, déco de Serge, parce que c'est lui qui a fait la chambre de notre premier, J'avoue, et il adorait à ce moment-là Winnie l'ourson. je On suis est d'accord? Tu fan es toujours fan de Je Winnie suis l'ourson? fan de Winnie l'ourson. Winnie l'ourson, c'est mon dessin animé d'enfance. Donc, quand on a su qu'on allait être parents, oui, je voulais avoir une chambre Winnie l'ourson. Ouais. Je laisse imaginer du coup la chambre jaune, avec les autocollants, les stickers de partout et tout ça. C'était vraiment, voilà. Mais même si cette préparation prenait place et que dans ma tête, je comprenais qu'on allait avoir un enfant, Mhm. mais je me sentais pas encore vraiment papa. C'était comme encore très abstrait en fait dans mon être intérieur. Il n'y avait pas de transformation profonde, ou du moins je le ressentais pas. Je m'attendais à autre chose. Mais par contre, à la naissance, quand Evan est venu au monde et que je l'ai eu dans les bras, quand j'ai plongé mon regard dans le sien, quand il a attrapé mon petit doigt, Ah, ça, c'est un truc qu'on voit souvent, ça, dans les films. Première scène qu'on montre, en fait, c'est ça, le bébé qui attrape le doigt, qui attrape le ce doigt. moment-là, en fait, c'est un moment qui reste gravé dans ma mémoire. Mhm. C'est vraiment à ce moment-là, pour moi, que je me suis senti devenir papa. C'était une naissance. Ça a été vraiment ma naissance. Ouais. Et du coup, je me rappelle encore, je te disais, moi, j'étais allongée dans le lit, je bougeais pas, j'avais pas encore forcément vu, tu sais, le visage de bébé parce qu'il était collé contre Serge. Et en fait, je lui dis, ben, vas-y, donne-le-moi, en fait. C'était impossible. Il me dit, ben, euh, Je voulais donner, mais je non, ne savais pas comment faire. non, Je n'avais jamais manipulé de nouveau-né. Donc j'étais gauche dans mes gestes. J'avais peur de le casser, j'avais peur de lui faire mal. Ça allait à si c'est fragile, ça. un bébé, que du coup, je ne savais pas comment faire. Mais c'est vrai que à ce moment-là, en fait, j'ai vraiment vu dans tes yeux une espèce de connexion, de révélation, en fait, ben, de qui il était pour toi. C'était comme si il y avait eu à ce moment-là ce que nous, les gens appelaient l'instinct maternel. En fait, c'était comme si ce lien-là était venu pfiou, vous connecter tous les deux. Tu pouvais pas le lâcher du regard et ça a été vraiment un moment magique pour Oui. toi. Instinct maternel, instinct C'est paternel, ça. c'est vrai que c'est pas des super pouvoirs qui du coup nous tombent dessus du jour au Mhm. lendemain. C'est quelque chose, comme je disais aussi, qui finalement avait commencé peu à peu pendant cette préparation en fait de l'arrivée de l'enfant, mais qui à ce moment-là pour moi Ouais. est devenu réel. Et toi pour toi du coup? Ben, en fait, ben, comme je disais, c'est sûr que pour toi, j'ai vu, tu sais, j'ai vu dans ton regard que tu étais pleinement papa, mais moi, en fait, ce que j'avais idéalisé à ce moment-là, ben, que j'avais vu chez toi, avec lui, ben, c'était pas ça du tout. Mais je m'étais préparée à l'accouchement, je m'étais préparée à ce que ce soit magique, mais je regardais des films, des séries, etc. On m'en avait parlé autour de moi un petit peu. Bon, j'étais là, dans notre groupe d'amis, j'étais la première qui était Oui, devenue maman oui, oui. dans les amis très proches. On en connaissait d'autres, mais du coup, quand j'en parlais et que je le voyais avec leur enfant, je trouvais ça hyper connecté, hyper magique. Elle souriait, elle savait d'avance ce qui allait se passer. Et moi, je me trouvais hyper gauche, en fait. Cette espèce d'ambivalence qui s'est passée entre le moment où, ben, je l'ai expliqué dans l'épisode 1 où j'ai dit, j'ai pas vu un bébé, j'ai vu une chose qui m'a dégoûtée parce que, ben, forcément, elle était bleue. Evan est né, il avait 37 semaines. Il y avait beaucoup de vernix, il y avait beaucoup de choses, en fait, qui, je me suis dit, mais Qu'on c'est te pas montre pas ça, un forcément dans bébé. les Non, films. non, à l'époque, non. Maintenant, oui, avec Baby Boom, on te montre un peu plus ce que ça donne, mais c'est encore, je trouve, enjolivé. Mhm. Et en fait, cette excitation de voir mon bébé, de le tenir et de savoir exactement quoi faire, en fait, c'était pas ça du tout. Et à ce moment-là, ben, c'était comme si,
enfin, pour moi, ce que j'avais imaginé d'être une maman, j'ai, je, je l'avais pas ressenti. C'était pas, enfin, il pleurait, je comprenais rien. Euh, il faisait des caca, mais enfin, j'arrivais même pas à changer sa couche tellement j'avais peur de l'attraper. Tu sais, on attrape ça comme un tout petit baba là. C'était impressionnant et je me suis pas sentie maman en fait. Pour moi, j'étais dans cette espèce de flou euh, entre la femme que j'étais, la jeune femme, parce que j'avais 23 ans, la, et la maman, en fait, je l'ai pas vue se dessiner à ce moment-là. Et ça a été un choc, ouais, ça a été un choc de ne pas comprendre que j'étais devenue maman. Je pensais vraiment que ça allait se faire naturellement, euh, mais ça n'a pas été le cas, en fait. Et je pense que c'est à ce moment-là que comme j'ai pas vu ce lien-là se créer, que cette ambivalence, je l'ai dit, je le répète, mais c'est vraiment comme ça. C'est vraiment quelque chose qui a été très difficile pour moi. Et en fait, je l'ai conscientisé des années et des années après, quand on a commencé à faire des recherches par rapport à nos formations. Donc ça fait pas si longtemps que ça, quand Mm. tu regardes. Mais j'ai compris et ce que j'avais vécu, en fait, c'était la matrescence. Cette crise identitaire qui ressemble à la crise d'adolescence, mais bah, version parentalité, en fait. On n'en parlait pas du tout à l'époque de tout ça. Et c'est Ouais. vrai que, comme tu dis, hein, c'est vraiment ça aussi pour imager par rapport au ressenti et ce qu'on a pu mettre des mots bien plus tard. Mais c'est vraiment une ambivalence, parce qu'il y a peut-être des parents qui nous écoutent et qui le ressentent, mais une ambivalence entre le fait de se dire, j'aime mon enfant, Mm, on sait qu'on l'aime, mais en même temps, devenir parent, c'est difficile en fait, et on n'est pas toujours préparé à ce moment-là, et ça crée une dualité intérieure entre je l'aime, mais finalement je ne sais pas forcément bien prendre soin de lui, mm. parce que je C'est ça. découvre énormément de choses, et ça me met en insécurité profonde aussi, et ça, comme on le dit, nous on a pu le découvrir bien plus tard, mais aujourd'hui, si on fait ce podcast-là, c'est parce que justement on veut vous dire que, en fait, il y a de la normalité là-dedans. Si vous traversez ça, ne vous inquiétez pas. Il y a une psychiatre qui s'appelle Alexandra Saxe. Sachs qui dit que plus de 60% des jeunes mères vivent une sorte de crise identitaire après la naissance. Et c'est justement ça qu'on appelle la matrescence. Cette contraction entre adolescence et maternité, Mm, mm. qui vient vraiment montrer que, comme l'adolescence, hein, l'enfant qui est en phase de passer d'enfant à adulte, il y a cette phase qu'on appelle l'adolescence et on se rend bien compte que le cerveau change, que les émotions sont différentes, que les ressentis sont différents, que la physionomie, en fait, est en train de s'adapter à de nouvelles aptitudes. Mais ça, on en parle. C'est Aujourd'hui, vrai qu'on parle en fait de cette phase d'adolescence et c'est vrai que physiquement on le voit, c'est-à-dire oui, que ben, la voix qui mue, oui, les la voix poils qui qui mue, poussent pour les etc. hommes. Alors oui, pour la mère, on parle souvent bah, de son ventre et on se concentre aussi sur le fait alors qu'il faut pas qu'elle prenne trop de poids, sinon c'est pas bon. Enfin bref, faut faire attention à tout. Euh, mais en même temps, on voit son ventre s'arrondir et on se dit oui, ben, bébé prend de la place. Mais en fait, moi qui suis allée faire des recherches, en fait, littéralement, le cerveau se reconfigure. Est-ce que tu savais ou pas? Moi, je le savais parce que du coup, aujourd'hui, je le partage énormément dans les ateliers que je fais, les ateliers de préparation à la paternité, que le cerveau de la femme se transforme, le cerveau de l'homme aussi, mais que du coup, voilà, c'est vraiment quelque chose qui permet justement à notre corps de se préparer à l'arrivée de l'enfant. En 2016, d'ailleurs, une étude de l'Université autonome de Barcelone a montré que certaines zones du cerveau des jeunes mères se modifient durablement après l'accouchement. Les zones liées notamment à l'empathie, à la reconnaissance des émotions, au lien social, s'activent davantage. Cette partie du cerveau limbique, en fait, qui est le centre Des émotions. des émotions. Mhm. Donc le cerveau se réorganise pour répondre aux besoins de bébé. C'est biologique, mesurable
est réel. Et ça, Il y c'est a fou. un vrai changement qui prend place. C'est pour ça que, pareil, pendant la grossesse, peut-être que certaines mamans ne se reconnaissent même plus dans leurs propres émotions et dans l'expression de leurs émotions. Et c'est normal, parce que justement, comme ce cerveau limbique, il est suractivé, il y a plus de connexions synaptiques, il y a plus de réactivité, en fait, et donc, des fois, les réactions qui pouvaient être, on va dire, banales, entre guillemets, peuvent devenir hyper démesurées, du coup. Mais en fait, tout ce qu'on te dit, c'est oh bah t'inquiète pas, c'est les hormones. Oui, Tu sais, entre guillemets, oui, on le banalise pour moi. En fait, bon, j'aime comprendre en fait ce qui se passe. J'ai toujours aimé la biologie et j'ai toujours aimé en fait comprendre ce qui se passait. Mais tu vois, ça c'est une partie que j'étais pas allée chercher forcément à ce moment-là. Mais tu vois, on sait qu'après l'accouchement, par exemple, il y a une chute des hormones. On sait que bah voilà, il y a quelque chose qui se passe. Mais là, je sais en fait que c'est les oestrogènes et la progestérone en fait qui chutent, mais brutalement. C'est pas genre le truc qui prend du temps, etc. Non, c'est vraiment une chute brutale en fait après l'accouchement. Et ça, ce déséquilibre-là, ben, c'est ce qui provoque aussi cette phase-là de baby blues qui touche environ, si j'ai bien vu, 80% des femmes, c'est ça. Et pour 10 à 15% en fait des femmes, et c'est ce que moi j'ai traversé, ça peut évoluer en dépression postpartum. postpartum, tout à fait. En fait, le baby blues, il peut arriver dans les 3 jours qui suivent l'accouchement. Après, parfois, ça peut arriver un peu après, mais bien souvent, c'est à ce moment-là. Comme tu disais, c'est par rapport à cette chute brutale des hormones. Mais ça, c'est quelque chose qu'on ne dit pas. On ne nous prévient pas assez, même si ça commence, hein, à prendre place, mais on ne nous prévient pas encore assez, finalement, à ces gros bouleversements. Et quand une maman, du coup, elle se sent paumée, fatiguée, hypersensible, elle pense que c'est elle le problème. Et Ouais, ça, je l'ai vu chez toi. c'est vrai. Tu te remettais toi en question. Je suis pas une bonne mère, je suis pas à la hauteur, je sais pas faire. Mais ma On mère regarde fait les autres mieux, aléas. toi tu fais Ouais, mieux. c'est ça. Et du coup, tu te remettais constamment en question comme une espèce d'insécurité profonde, comme si tout ce moment où finalement la grossesse, où tu étais joyeuse et enthousiaste à l'idée d'accueillir notre bébé, Mm, mm. ben là, tout d'un coup, c'était genre, ah, mais je vais jamais y Je suis la arriver. pire Je au suis la monde. pire des mamans au monde. Et c'était fou parce que du coup, moi je le voyais, j'étais spectateur de ça, je savais pas forcément trop quoi faire à ce moment-là, mais tu étais en train de naître à toi-même en tant que maman, Oh, j'aime bien. et c'était C'est beau. une Ouais, c'est dualité ça. qui te mettait souvent Naître à soi-même. une espèce de ligne, quoi, une frontière qui était assez fragile. Et c'est vrai que, alors là, on parle beaucoup des mamans, ça se démocratise de plus en plus. Il y a des podcasts qui en parlent. Les sages-femmes en parlent de plus en plus de la matrescence, de cette crise identitaire, en fait. Nous on connaît beaucoup de professionnels qui en parlent et qui sont attentifs à ces signes. Mais du côté du papa, on est bien d'accord, on n'en parle pas forcément. On en parle beaucoup Mais moins. ouais, il y a aussi une transformation qui se fait et du coup, on a mis un mot depuis quelques années dessus qui est La la patrescence. patrescence. Effectivement, tout comme la matrescence existe, la patrescence existe. C'est vrai que les études sur les pères aujourd'hui, elles sont encore moindres par Mm. rapport aux mères. Il y en a de plus en plus, mais ça reste quand même mis de côté. Pourquoi? Parce que pendant longtemps, notre société a institué que celle qui s'occupait de l'enfant, c'était la mère principalement, parce que le père allait travailler. Mais heureusement, notre société Évolue. évolue, Mm. évolue dans le bon sens à ce niveau-là, parce que je suis convaincu, moi, que depuis tout temps, le père a toujours eu un rôle à jouer, que ce soit dans la prise de soin de l'enfant et dans l'éducation de l'enfant, sauf que l'évolution industrielle a fait qu'à un moment donné, on a coupé ce lien-là, on a coupé ce cordon un peu brutalement. Mais Et, oui, certains pères peuvent ressentir de la patrescence, et et parce que avant c'est ça, vraiment un changement profond, quoi. pendant la grossesse, on a aussi le phénomène de la couvade. Je me Couvade, rappelle 10 exactement. kilos par 10 grossesse en ce qui kilos me par grossesse concerne. par Ouais, rapport c'est à ça. pas mal. C'était bien réel, hein. Je crois que tu as eu aussi les fringales. J'ai eu les fragales, j'ai eu les envies, j'avais moi aussi j'avais les émotions un peu à fleur de peau. Ouais. Euh, Et ça, j'ai- ça touche entre 10 et 30% des futurs pères selon les études. oui, et les Et symptômes sont aussi c'est ça. variés, quoi, parce que j'ai même eu un papa, un futur papa, qui me disait qu'il avait eu de l'acné de grossesse. Oh, ah Donc oui. un homme qui a développé du coup de l'acné de Mais t'en as grossesse qui ont pendant la je sais grossesse. qu'on en a eu aussi d'un de nos amis qui disait bah lui en fait il est fatigué
Et c'est lui qui a les émotions instables alors que sa femme, ça allait plus ou moins. Et il était avec des nausées aussi, il me semble, hein, Oui, oui. si je me rappelle bien. Et pourtant, ben, c'est vrai que ça, c'est des phénomènes dont on n'en parle pas. Du coup, c'est vrai que la société met ça un peu sous le tapis, je dirais ça Oui. pour le moment. Alors, est-ce que c'est pour pas blesser l'ego masculin? Je ne sais pas. Mais je pense que c'est vraiment important d'en parler parce que justement, euh, ça peut mettre des hommes mal à l'aise en fait de vivre ça, de vivre cette crise identitaire Tout aussi. à fait. En fait, moi, j'ai même eu des fois la question de papa qui me disait, mais comment ça se fait que depuis la grossesse, en fait, ben, je ressens un peu moins de désir pour ma femme. Mm, Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que justement, plus on est impliqué dans ce processus d'accueil de l'enfant et de préparation et tout ça, et dans justement l'enclenchement de cette patrescence, plus au niveau hormonal chez l'homme, ben, il y a un impact aussi du coup, et on a moins de production de testostérone, notamment qui viennent du coup baisser la libido. Et on va avoir une augmentation de notre cytocine, on va qui est avoir une l'hormone du bien, augmentation si de je la crois bien. prolactine, Mm, mm. on va avoir une augmentation aussi du coup chez certains hommes de l'œstrogène pour pouvoir prendre soin de l'enfant. Donc il y a aussi du coup à l'intérieur de notre corps masculin énormément de bouleversements qui peuvent prendre place et c'est tout à fait OK en fait. Mm. Il faut juste être informé pour ne pas trop se sentir à chaque fois, ben, comme, je dirais, cassé, comme, C'est ça. ben, on n'y arrive pas, mais pourquoi ou pourquoi je vis On, ça alors que les si autres non? on n'est plus des hommes, C'est ça. c'est qu'on a un problème en fait. Et alors que bien souvent, beaucoup d'hommes vont le vivre. Ils sont nombreux les hommes qui peuvent Non, passer non, par ils en là, parlent pas. mais pas forcément oser en parler. Mm, D'où le fait que nous, on a voulu le mettre en lumière aussi là, parce que c'est important de l'entendre, c'est important de pouvoir en avoir conscience et connaissance pour pouvoir se dire, ben, en fait, j'ai le droit de vivre ce que je vis. Je ne suis pas moins un homme parce que je vis telle ou telle chose, mais en acceptant justement cette part de moi, je pourrais mieux aussi la partager et l'ouvrir à d'autres. Et plus on va le faire chacun à notre niveau, plus ça va permettre en fait à la société de changer parce que ça va changer un individu à la fois. c'est ça. Et en fait, comme on expliquait au début de l'épisode, du coup, c'est vraiment trois naissances. Donc, il y a celle du bébé qui qui est là. Il y a celle de la mère dont on a parlé. Et du coup, là, c'est vraiment celle du père. Et je sais que comme tu l'as dit, tu es né en tant que père le jour de la naissance des enfants. Tu as vécu donc quatre, quatre grossesses. Oui. Du coup, est-ce que pour toi, ça a été quatre, entre guillemets, quatre naissances? Ah Alors je dirais sincèrement oui. Et ça pareil, c'est quelque chose que je partage souvent parce que je pensais moi qu'une fois qu'on avait eu Evan, donc notre premier, que bah, avant, bah, quand on attendait Mathis, que finalement ça allait aller naturellement parce qu'on avait déjà eu Evan. Donc je me disais, en fait, c'est bon, on a déjà une trame, il y a déjà une ligne de conduite et je sais sur quoi m'appuyer parce que maintenant c'est pas l'inconnu. Donc je sais sur quoi m'appuyer pour cette deuxième grossesse. Et finalement, je suis tombé du coup des nues parce que en ce qui nous concerne, en ce qui me concerne, j'ai vraiment compris une chose importante, c'est que à chaque grossesse, en fait, c'est une nouvelle naissance. À chaque grossesse, c'était une nouvelle femme que j'avais à mes côtés, Une c'était nouvelle facette, en fait, de se nouvelles développe. envies, c'était de nouveaux dégoûts aussi, parce que des choses qui passaient avec Evan, du coup, ne passaient plus avec Mathis, mais celles qui passaient plus avec Evan repassaient avec Mathis, et ainsi de suite à chaque enfant. Et en fait, à chaque fois, c'était un renouveau, quoi. Il y avait pas de mode d'emploi finalement qui s'écrivait parce qu'à chaque fois, il fallait faire une mise à jour parce que nous aussi, du coup, on On changeait au évolue. fur et à mesure. Ouais. Ben, on gagnait en maturité, on prenait en âge, mais notre relation aussi évoluait et du coup, on avait d'autres responsabilités. Ce qui fait que quoi qu'il arrive, à chaque fois, c'était une expérience qui nous permettait en fait de nous dire, ben, apprécions la personne qu'on devient finalement. Mais est-ce qu'on a moins d'appréhension, du coup? Oui, moins d'appréhension, oui, parce que comme je te dis, moi en tout cas, je partais déjà avec cette idée que ça allait aller, il y avait de l'expérience derrière. Mm. Mais tout autant, dès la deuxième grossesse, j'ai vite compris que c'était différent. Donc quand le troisième, par exemple, est arrivé, j'avais quelques points d'attache, mais j'étais prêt en fait à en rajouter parce que je savais que c'était une possibilité, qu'il
il fallait m'adapter à nouveau, quoi. c'est ça. Euh, mais on est bien d'accord. En fait, c'est vraiment, je dirais, le premier pas qui a été fait dans la parentalité. Enfin, pour moi, ça a été la plus marquante, en tout cas. Hmm. Et celle qui a... Alors, c'est pas celle qui a forcément le plus bouleversé, en fait, notre couple, mais c'est celle qui a marqué, en fait, des débuts, des vraiment des gros, gros clashs, en fait. Oui, Parce que moi, je ne me comprenais plus. Alors, déjà que c'est compliqué de se comprendre quand on a des idées de qui on veut être, etc., et que là, tout est balayé en un revers de main. Moi, je me comprenais plus. moi je Toi, me tu me... demandais si je t'avais déjà compris un jour. J'avoue. Toi, tu ne me comprenais pas. Euh, j'avais l'impression d'être seule au monde alors qu'on était deux. Et, euh, et en fait, c'est ça, je pense, qui nous a éloignés parce que du coup, euh, c'était aussi bien compliqué pour toi de t'aligner parce que justement, moi-même, bah, j'étais pas, entre guillemets, j'étais dans cette phase de, bah, je sais pas qui je suis. Bah, tu étais dans ce truc, en fait, pour en avoir parlé par la suite, notamment quand on s'est fait accompagner aussi, t'étais dans cette phase où, justement, tu t'en voulais de ne pas y arriver. Mm, mm. Et finalement, comme tu t'en voulais tellement, c'était plus simple pour toi de rejeter ça sur moi. Parce que tu me disais à chaque fois, mais tu me comprends pas, en fait. Tu me C'est comprends vrai. pas. Et moi, j'étais là, je fais, Mais mais tu te comprends j'essaye. toi-même? C'est ça, mais j'essaye de te comprendre. Mais est-ce que toi, tu te comprends? Non, je me comprenais pas. Parce que finalement, si tu te comprends pas, je ne peux pas te comprendre. C'était compliqué. Et c'est vrai que c'était vraiment les choses les plus difficiles, en fait. Parce que on vivait, finalement, deux tempêtes différentes Mm. en même temps. Et sans pont entre nous. Et pourtant, comme on dit, on s'aime, mais à ce moment-là, c'était pas le fait qu'on s'aime moins ou qu'on s'aime plus. Euh, c'est juste que à ce moment-là, on était, ben, je pense, chacun dans notre identité à essayer de se retrouver et qu'on n'avait pas juste, oui, cette connexion entre nous deux. On pensait vraiment que l'arrivée de notre enfant allait souder tout ça et être juste extraordinaire et qu'on allait vivre heureux jusqu'à la fin des temps. Vaste supercherie. Mais en fait, ça, c'est notre histoire et c'est, dans notre couple, ça se passe différemment Oui, tout à fait. et heureusement. Mais c'est vrai que dans notre histoire, en fait, il y a à ce moment-là, alors, toi, t'es concentré aussi sur bébé parce que bah, Ben, je suis devenu c'était ce que papa, tu ça y est. voulais, t'étais Oui. devenu papa, moi, j'étais devenue maman. Et en fait, de se retrouver en tant que couple, bah, ça a été quand même un chemin assez long. Ben, c'est ça, on était chacun dans notre galère du coup, mais on n'avait pas de mode d'emploi, on savait pas comment faire. Et c'est ce qui a créé en fait de plus en plus les malentendus. C'est ce On se qui, disait, bah, de toute façon, ça va passer. c'est ça, c'est ce qui nous a fait ressentir en fait ce manque d'amour, parce qu'on avait un vrai manque de repères finalement. Et du coup, ben, on était là, mais en même temps, est-ce qu'on était vraiment là? Mm. J'avoue, c'était très compliqué. Ouais. Et c'est vrai que à l'heure actuelle, tu sais, toi qui fais des ateliers avec les futurs papas, tu le sais, t'en as plein qui font de l'autonomie. Oui, Et nous, quand on a connu ça, ben, c'était trop tard, hein, Liam était on déjà avait là, fermé la porte. c'est ça, le dernier Et, était déjà là, et puis et en fait, c'est vrai que l'autonomie, c'est un des outils qu'on recommande en fait aux futurs parents pour justement créer le lien ben, entre, entre bébé, papa, bébé, bah, en fait, maman, etc. ça Ça crée crée une vraiment vraie un lien diade, en fait, entre les qui trois. permet déjà à papa de se sentir plus impliqué par rapport à la grossesse et de créer le lien avec l'enfant intra-utérin. Mm, En même temps, bah, ça renforce le lien entre papa et maman parce qu'elle sent l'implication de papa, donc elle se sent beaucoup plus aimée et c'est soutenue. ça. Donc ça sécurise Et en fait, énormément. ils Et se donc chacun, en comprennent. fait, se complète. C'est ça, ils se comprennent en fait dans ce qui se passe déjà à l'intérieur. Et ceux qui l'ont vécu, effectivement, bah, ils ont créé quelque chose, cette espèce de bulle à trois. Pas seulement, tu sais, pas à deux, mais vraiment à trois. Mhm. Et je trouve ça top, en fait. C'est clair, bah, c'est même essentiel parce que avant tout, un couple, c'est une équipe. On travaille ensemble pour un même objectif. Mm, mm.
Et du coup, dans une équipe, on a besoin de savoir ce que l'autre vit vraiment pour pouvoir avancer ensemble. Donc, si tu ressens des décalages dans ton couple depuis que bébé est là, c'est pas que vous êtes cassé, c'est pas qu'on est cassé, c'est juste qu'on est en train de devenir quelqu'un d'autre et c'est énorme C'est comme énorme. travail. Mm. Et du coup, tu sais maintenant, toi qui nous écoutes, pourquoi vous ne vous comprenez plus toujours depuis que bébé est là. Et dans les derniers chiffres qui sont arrivés, on dit qu'un couple sur trois se sépare en moyenne à peu près dans les 6 ans, dans les 6 ans après l'arrivée d'un enfant. Et c'est pas forcément qu'il y a plus d'amour en fait. C'est que la déconnexion, le fait d'être devenu une autre personne, d'avoir des nouvelles facettes, des nouvelles responsabilités, vient mettre un espèce de voile en fait sur la relation. On s'occupe, oui, on se tourne beaucoup en fait vers les besoins de l'enfant. On se dit que l'autre est un adulte qui va devoir comprendre en fait, mais à un moment, il faut pouvoir se retrouver dans l'espace du nous pour pouvoir faire en sorte justement de créer des petits rituels et de remettre le couple au centre de la parentalité. Au centre de sa famille. Ça ne demande pas de grands efforts, ni de grands discours, ni même des semaines de thérapie. Parfois, ce sont justement avec des petits ajustements quotidiens, posés avec intention, parce que ça ne tombe pas du ciel, Mm. ça ne se met pas en place tout seul si on se laisse emporter, qui peuvent tout changer. Alors voici, du coup, nos 3 clés simples à mettre en place dès aujourd'hui. Bien sûr, c'est des clés que nous-mêmes, on a pris le temps de mettre en pratique et c'est pour ça qu'on vous le partage et on le partage à tous les parents en fait avec qui on travaille à l'heure actuelle. Euh, Est-ce que tu te souviens, toi, du moment où on a vraiment commencé à sortir la tête de l'eau? Oh, le moment où on a commencé à sortir la tête de l'eau, c'était un grand déclic. C'était plein de petites choses en fait C'était pas au finalement. premier, Non, c'était pas au deuxième. non, Ça c'était a à commencé partir à d'Axel, partir à d'Axel. Donc partir notre d'Axel. troisième. Et c'est fou parce que justement, on s'était laissé happer en fait avec les 2 premiers, Mm, mais on a eu la chance de pouvoir grandir et de pouvoir, en tout cas moi, en ce qui me concerne, avoir accès à des formations qui ont commencé à me parler en fait du développement de l'enfant et de tout ce que ça peut induire comme bouleversement aussi pour le parent qui est là à prendre soin de l'enfant. Et en vrai, dans notre couple, on n'a pas guéri d'un coup non plus. C'est vraiment à force de poser plein de petits cailloux, on mm. a fait plein d'essais-erreurs, on a fait plein d'expérimentations du coup sur nous-mêmes pour pouvoir réussir à se dire, OK, maintenant ça y est, on y arrive, On y arrive. on se sent fort, Et on se construit. et du coup on se construit, et en se construisant, on s'est dit, bah tiens, bah, est-ce que ce serait pas intéressant de mettre ça à profit en fait d'autres personnes? C'est ça. Et en fait, la première clé qu'on veut vous partager, c'est une clé qui a été difficile pour moi d'emmener. Hmm. Euh, Parce que Serge, c'était celui qui communiquait le plus entre nous deux. Et moi, je me renfermais plus dès qu'il y avait quelque chose. Donc, ce que je vous partage, c'est vraiment quelque chose que j'ai mis du temps à faire, mais ô combien au moment où je l'ai mise en place et vraiment avec attention, bon, ça n'a pas été fluide, mais ça a été fait, euh, m'a permis en fait de vraiment commencer à sortir la tête de l'eau. Et je pense que vous l'avez tout entendu, mais c'est de mettre des mots sur vos mots. C'est de mettre des mots, M-O-T-S, sur vos mots, M-A-U-X, parce que ce que vous traversez, en fait, ben, l'autre, il est pas dans votre tête. Il est là, il vous connaît, oui, une partie de vous, mais ce que vous ressentez, ce que vous vivez, vos émotions, etc., ça vous appartient à vous. Et si vous ne le mettez pas en, comment on appelle ça? En, L'exprimez pas ouais, c'est ça. en Si vous expression. l'exprimez pas clairement, en fait, ben, l'autre,
n'est pas censé deviner ce qui se passe. Donc pour moi, ça a été vraiment quelque chose de fort quand j'ai commencé à le faire. Et comme je disais au début, je réfléchissais beaucoup à ce que j'allais dire parce que c'est pas quelque chose de C'était naturel. pas naturel. C'était pas naturel. On nous apprend Mais pas à faire ça à l'école. c'est ça, la thérapeute nous avait dit que c'était important, en fait, bah, pour moi aussi, parce que j'avais vécu la dépression postpartum, de pouvoir justement dire à Serge ce qui se passait en moi. Et au début, c'était tellement gauche. Au début, ça sortait un peu comme, oh, je peux pas dire du vomi, mais je le balançais un peu comme ça jusqu'à ce que je comprenne comment le dire de manière plus assertive. Mhm. Mais c'est d'oser dire en fait ce qui se passe en vous. Par exemple, de dire je ne me reconnais plus. J'ai l'impression que quelque chose en moi est différent. Je sais pas comment, c'est quoi forcément, qu'est-ce qui est différent, mais en fait, je suis en train de vivre quelque chose que moi-même en fait je ne comprends pas forcément. Mhm. Parce que ça permet à l'autre au fond de, entre guillemets, c'est comme si on circonscrivait un espèce de feu, tu vois, et au Oui, lieu de jeter de l'huile sur le feu, on met juste une espèce, un cadre pour dire, ok, là, moi, je suis en train de vivre quelque chose de fort, mais je te le dis pour mhm. que dans l'amour qu'on a l'un pour l'autre, tu puisses arriver à mieux comprendre ce que je suis en train de vivre. C'est ça. Mais c'est vrai que pour moi, du coup, au tout début, c'était très compliqué parce que j'avais tendance à prendre ça contre moi. Mm, J'avais l'impression qu'en fait, à chaque fois, c'était quelque chose que je ne faisais pas assez ou que je faisais mal, que ça venait redéfinir en fait mes compétences en tant qu'homme. Et alors qu'en fait, toi, tu étais juste en train de changer profondément et c'est ce que tu essayais de me faire comprendre et de m'accompagner à comprendre. Et est-ce que tu sais que selon une étude de 2020, les couples qui mettent des mots sur leurs ressentis ont 40% de conflits en moins? C'est fou, hein? c'est bon. C'est fou parce qu'on aurait su ça à l'époque, effectivement, on aurait pris le temps de l'exprimer C'est vraiment ça. depuis le début. Donc la clé numéro un, c'est vraiment de mettre des mots sur ce que vous traversez, même si c'est maladroit, même si vous tremblez, que c'est pas confortable. Et c'est ça en fait qui crée la vraie intimité. On ne peut pas deviner ce que vit l'autre. Vraiment, c'est quelque chose qu'il faut que vous reteniez. C'est pas possible. Et en devenant parent, on ne vit pas les mêmes tempêtes. Mhm. Alors oui, parle et dis, je suis perdue, j'ai peur, je me sens seule. Et surtout, écoute ce que l'autre a à dire sans vouloir le En corriger, vouloir le corriger, juste être juste être là. là. Et là, petite parenthèse particulière pour tous les hommes qui pourront avoir accès au podcast, ou pour toutes les femmes qui vont le partager à leur conjoint. Messieurs, quand votre femme vous partage son ressenti, ce n'est pas pour avoir une solution. Je pense qu'on en Donc, parlera dans un prochain épisode. prenez le temps d'écouter, du coup, sincèrement, et d'être vraiment là dans l'instant. Je te laisse partager la deuxième clé. La deuxième clé, Yeah. est-ce que tu te rappelles quand on a commencé notre rituel du canap 10 minutes? Canap 10 minutes. Ouais, ouais. C'était une obligation au départ quand c'était mis avec un timing parce que justement on voulait recréer du lien entre nous. Ouais, ouais. C'était, au début, c'était du n'importe quoi quand même. Bah, en fait, c'était vraiment quelque chose qui nous permettait de nous reconnecter. Ouais, Et alors, c'est vrai qu'on nous, on avait l'habitude de mettre la télé et tout ça, donc de combler l'espace. ouais, Et donc, quand on a décidé de prendre vraiment ce temps-là pour nous, c'est ça. ça a été bénéfique. Et tu sais que, en fait, une étude de l'Université de Californie a montré que 10 minutes de connexion par jour suffisent à renforcer durablement la satisfaction conjugale. Waouh. Juste 10 minutes. Ok. C'est prouvé Donc, aujourd'hui scientifiquement, quoi. ok. Donc vraiment, c'est pas entre guillemets les grands moments qui font la différence. Ça, c'est vraiment quelque chose qui nous a beaucoup appris. C'est les petits moments du quotidien, en fait. Tout à Donc, on fait. vous invite vraiment pour cette deuxième clé qu'on vous partage de créer un espace pour vous retrouver chaque jour. Alors, quand on parle d'espace pour vous retrouver chaque jour, c'est c'est vraiment 5, 10 minutes. Si vous avez plus, vous avez plus. Mais 5 minutes déjà, ne serait-ce à vous connecter par le toucher le Mhm. matin avant de sortir du lit, c'est de prendre le temps en fait de vous prendre dans les bras encore.
si bébé s'est réveillé, etc., et qu'il a tété, machin, c'est de prendre le temps après de le poser et de juste tenir la main, ou même pendant la tétée, si papa est à côté, etc., de juste se tenir la main, ça peut être juste ça, ce moment de connexion. Euh, mais ça peut être un vrai baiser avant de se laisser le matin. Si par exemple, moi je sais que j'ai eu des mamans qui, le mari il travaille le soir, etc. C'est d'avoir ce temps-là d'échange en fait entre le moment où il rentre de la maison et où toi tu pars, mais juste d'avoir laissé un petit mot. Tu sais, dire, bah voilà, moi j'ai vécu ça, et elle avait créé, en fait, c'est ça. Je me Oui, rappelle de l'histoire, elle avait créé un petit carnet où il s'écrivait, en fait, bah voilà, j'ai vécu ça aujourd'hui, j'ai vécu ça, voilà ce qui s'est passé. Et ça a créé, en fait, cette connexion parce ça a que changé la eux, ils dynamique. avaient une dynamique qui, bah lui, était le soir, donc quand il rentrait le matin, elle se levait pour s'occuper des enfants et tout ça. Et c'est vrai que ça a emmené quelque chose qui leur a permis, en fait, de traverser ces moments-là. C'est ça. Et là, j'imagine hein, que peut-être que certains qui nous écoutent vont nous dire, oui, mais on est déjà débordé, on n'a pas le temps. Et je vais t'apporter du coup une notion par rapport à cette clé, c'est reviens à l'essentiel. La parentalité rime souvent du coup avec justement le fait d'avoir moins de temps et moins d'énergie. On en reparlera. C'est ça. Mais du coup, il est On en important à ce reparlera. moment-là de faire le tri, de Oui. revenir à l'essentiel. Euh, La dernière clé, et du la coup, troisième clé qu'on voulait vraiment vous partager, c'est vraiment d'être dans la gratitude. Il y a quelque chose qu'on a compris, nous, qui a été vraiment essentiel. Alors, Serge et moi, on a la foi et c'est vrai que c'est quelque chose moi, j'avais appris à faire depuis petite. moi pas Mais du que tout. j'avais oublié complètement en tant que maman. Je préférais, enfin voilà, avec la fatigue, la charge mentale, la Être de dépression la et tout ça, critique. j'étais très critique. Je voyais, tu sais, ça, je faisais énormément de choses et la première chose que je voyais, c'est oh purée, il a encore oublié ses chaussettes de mon entrée, C'est ça. alors que tout le reste était fait, ou oh purée, il a oublié de faire ça alors qu'il avait préparé à manger. Enfin bref, je ne voyais que le négatif. Et le fait de voir que le négatif emmène que du négatif. Et amène la déconnexion. Donc, remettez la gratitude au centre de votre relation. Et je pense vraiment que ça a été quelque chose de très puissant. C'est-à-dire que du moment où j'ai commencé à arrêter de critiquer ce que tu n'avais pas fait et que je te disais, chérie, merci parce que tu as sorti les poubelles. Merci parce que tu as fait l'essence dans la voiture alors que voilà, je devais sortir. Merci d'avoir changé la couche. Merci d'avoir été juste là, présent, alors que j'étais en train de prendre ma douche et que toi tu tenais bébé. Enfin bref, le fait d'avoir fait ça, ça nous a permis en fait de voir ce qu'on ne voyait plus l'un chez l'autre C'est ça. et bah, Et de se sentir vu oui, l'un l'autre. de se sentir vraiment Moi, pour aimé. moi, c'est vraiment ça. J'avais Oui. l'impression de me sentir vu dans ces moments-là, et ça me faisait un bien fou, en fait. Et parce que on a souvent tendance à prendre les choses pour acquis Mm, à mm. partir du moment où on est en couple, et encore plus quand on devient parent, parce que justement, l'enfant nous prend du temps. Donc, on se dit que le couple, il est acquis, on a moins d'efforts à y mettre, moins d'intentionnalité à y mettre. Mais pourtant, une étude publiée dans The Gottman Institute Yes. montre que les couples qui expriment de la gratitude régulièrement sont plus résistants aux crises et aux phases de fatigue. Oui. Donc, il y a une vraie dynamique, il y a un vrai enjeu à pouvoir mettre le focus sur ce que l'autre fait de bien. D'ailleurs même, les scientifiques aujourd'hui le prouvent au niveau de l'éducation des enfants. Il est 10 fois plus efficace de valoriser un bon comportement chez un enfant que de pointer du doigt un mauvais comportement. Et donc, ce fonctionnement qu'on a, il est neuronal et il fonctionne toujours à l'âge adulte. Oui. La preuve avec ce que The Gottman Institute nous a dit. C'est ça. Et en fait, c'est vrai que nous, on a l'avant et on a ce qu'on a mis en place, c'est qu'on a les bénéfices en fait de cette méthode de remettre la gratitude en place En action. dans notre couple. Et franchement, ça a été vraiment puissant. Ouais. C'est-à-dire que ça a transformé notre manière de nous voir, ça a transformé aussi notre relation avec nos enfants, parce qu'on a commencé à le faire aussi avec les enfants. Mm. Et du coup, même maintenant que c'est ancré, c'est quelque chose on fait toujours attention.
parce que ça peut devenir un automatisme, Oui, mais on fait toujours attention à être intentionnel et maintenant, ça fait du on bien, ouais. on se le dit, on Mhm. sait pourquoi on le dit et on sait en fait ce que ça communique à l'autre en fait dans ces moments-là. Bah, ça fait descendre de son piédestal la lutte de pouvoir, Ouais, parce que sinon on est on dans le fait jeu de qui en fait plus, qui en fait moins, c'est et là ça. on redevient une vraie équipe. On n'est pas en On compétition, est ouais, en en co-création, communication. on est en Yes. collaboration, on est en cohérence parentale, on est une véritable équipe qui fonctionne et qui avance ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait, Non, parce qu'il y a encore des moments de tension, mais justement, on a de meilleurs outils pour en oui, sortir. c'est ça. Donc on arrive à la fin de cet épisode et vraiment ce qu'on veut, heu, vous transmettre et ce avec quoi on veut que vous partiez, c'est vraiment que devenir parent, en fait, ça nous change profondément et si vous vous êtes perdu, en route, vous pouvez aussi vous retrouver autrement dès aujourd'hui. C'est jamais trop tard, vraiment. Tout à fait. Et si d'ailleurs, toi qui nous écoutes, tu as envie d'en parler avec ton ou ta partenaire, ben, on t'invite à lui envoyer justement cet épisode. Parfois, un simple audio peut relancer du coup une vraie discussion. OK et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Chérie, pose le doudou. Prenez soin de vous et de votre équipe. Ça y est, on est déjà à la fin de cet épisode de Chérie pose le doudou. Si cet épisode t'a plu, abonne-toi, laisse une revue et partage-le autour de toi. Et si ton ou ta partenaire n'est pas sur le canapé avec toi, glisse-lui le lien. Comme un petit clin d'œil discret, un je pense à toi. Parce que parfois, un simple lien audio peut ouvrir une vraie discussion. À très vite pour la suite.